Elle traverse Paris du nord au sud, et inversement, me reprendront les plus malicieux d'entre vous. Ayant vécu dans le 18e arrondissement, je raisonnerai en partant du nord de la ligne, la force de l'habitude l'exigeant. Pour y avoir eu recours des centaines de fois à tous les moments de la journée, pour l'avoir emprunté plus d'une fois depuis des stations différentes, je considère que j'ai une connaissance approfondie de la ligne 4. On le sait, le métro dévoile la face cachée de la sociologie d'un arrondissement. Que l'on se trouve dans une grande métropole ou dans une aire communale stricto sensu. Ainsi, selon l'endroit où vous y accédez, vous pouvez vous faire une idée de la composition sociale de ces habitations, des commerces qui s'y trouvent, voire de la qualité architecturale de son bâti. Il ne s'agit évidemment pas d'une méthode absolue, mais il paraît clair que le métro est un lieu d'observation sociale pertinent pour ébaucher une sociologie du dehors. Pour vérifier ce constat, je vais me référer, pour commencer, à mon expérience de cette ligne durant les années 1990. J'ai vécu durant 4 ans entre 1992 et 1996 à 500 mètres de la station de Châteaurouge, donc pas très loin du terminus de la ligne 4. À cette époque, pourtant pas si lointaine, on pouvait vérifier assez aisément l'inclination sociologique de cet itinéraire. Entre la porte de Clignancourt et Réaumur-Sébastopol, soit 9 stations, le constat était limpide. Les voyageurs avaient le profil populaire, la fréquentation socialement mixte, pour reprendre une expression qu'il faut néanmoins prendre avec des pincettes, tant elle est trompeuse. Toujours est-il que l'observation directe des usagers de cette partie de la ligne était instructive, s'agissant des processus à l'œuvre du peuplement de Paris. Dans ces frontières, au nord de la capitale, on croisait des Français, des étrangers, des Français arabes ou d'origine d'Afrique subsaharienne, des immigrés venus du sud de l'Asie, d'Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh ou du Pakistan, soit le Paris de la ville-monde dans son sens le plus cosmopolite. C'est arrivé au hall que s'achevait l'orientation multiculturelle de notre voyage. Le brassage né de cette hétérogénéité sociale se concassait pile à ce moment. Les catégories sociales modestes faisaient alors place à la société du centre de Paris, très peu basanée, très peu bigarrée et surtout très collée montée. La force des liens tenait à sa classe sociale. La spécialisation de la ligne 4 tenait dans cette séparation. Ce n'est du reste pas le hasard qui actionnait ce séparatisme au hall. Cette halte abrite une vaste station du RER, ce réseau de métro régional, où la sociologie de la fréquentation de la ligne B semblait être une copie de la ligne 4 du métro. Au nord, elle dessert le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Au sud, les départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Ce différentialisme social était brutal quand on se trouvait sur le quai de la ligne B. Les RER qui filaient vers le nord de Paris étaient si bondés qu'il fallait aux heures de pointe laisser passer plusieurs d'entre eux avant de pouvoir se glisser dans l'un d'eux. La densité des voyageurs était moindre dans l'autre sens. Avec la gentrification d'une partie du nord de la capitale, cette limite de démarcation a commencé à se brouiller. Les classes moyennes supérieures ayant emménagé dans les 10e et 18e arrondissements empruntent certes la ligne 4 du métro, seulement elles cultivent une approche de la ville très distinctive. Quand elles ne scolarisent pas leurs enfants dans les établissements privés de leur nouveau périmètre d'habitation, elles les envoient dans une école publique du centre de Paris en contournant la carte scolaire. Il est fréquent de les croiser avec leur chère tête blonde, cette expression surutilisée par les médias populaires sur cette ligne 4. Ce rejet de l'hétérogénéité sociale s'opérait au reste sur un autre versant de la distinction sociale, celui qui porte sur le voisinage. Ne pas sacrifier la scolarité de ses enfants comme condition d'une scolarité réussie, et ne pas dénaturer non plus sa trajectoire résidentielle comme condition d'un garde-fou efficace de son statut social. L'accélération de l'embourgeoisement au forceps du nord de Paris est en harmonie avec l'évolution de la fréquentation de la ligne 4. La portion contentée des Parisiens aisés occupe désormais une part substantielle des rames de cette ligne. Ils résidaient, certes, dans des arrondissements conformes à leur rang social, mais désormais ils font masse.
le nord de Paris effraie moins l'opinion locale. L'hyper-gentrification a, il est vrai, ceci de bon. Elle a produit des rapports sociaux à leur avantage, sans avoir à subir les vapeurs de l'état de tension d'hier. Le plus étrange dans cette évolution est que les vulnérables de la ligne, ce sont désormais les personnes les plus faibles et les plus démunies. C'est la grande ironie de l'urbanisme néolibéral. Il n'a aucune mesure car il sait qu'il dispose de 1000 moyens pour sacrifier les plus précaires. La masse des éjectés a dû s'incliner, consentir à se déporter en lointaine banlieue pour faire place au cercle des inclus de l'univers social. L'apothéose de cet extrême cynisme fut concrètement établie à Paris. Un souvenir me revient. J'étais journaliste dans les années 1990, collaborateur entre autres de la revue Urbanisme. Dans le cadre d'un dossier sur Paris, j'avais mené une enquête sur les dessous de l'urbanisme parisien. C'est le titre de cet article. Par un curieux hasard, cette investigation me conduisit à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. J'avais en effet découvert que le quartier d'habitat social d'Orgemont, un grand ensemble qui abritait les familles les plus en difficulté de la commune, était un des points de chute des déménagés du 18e parisien. Son maire d'alors, le socialiste Bruno Leroux, me confia au détour de notre entretien les stratégies de la municipalité parisienne, chiracienne puis tibériste, pour convaincre les populations maghrébines et d'Afrique subsaharienne de quitter Paris pour cette commune de banlieue populaire. Un de ses propos me revient en mémoire. Il témoigne de l'insolente morgue avec laquelle les élus parisiens se sont longtemps comportés. Je le cite. Un jour, une famille est venue en mairie pour se plaindre. L'homme disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait payer ses factures d'électricité. On lui expliqua que tout le monde paye sa consommation d'électricité, mais il répétait qu'il ne comprenait pas. La mairie m'a dit que je n'aurais pas à payer ça, se défendait-il. L'employé de la ville lui demanda de préciser sa pensée. Et voilà qu'il lui explique que la mairie de Paris lui avait promis que s'il acceptait de quitter son logement parisien pour venir s'installer à Épinay, il bénéficierait de contrepartie. La gratuité de l'électricité en était une. On découvrit plus tard que son cas n'était pas isolé. Il y avait dans une partie d'Orgemont, celui dans lequel la ville de Paris avait encore des droits de réservation de logements sociaux par le biais de son OPAC, qu'un grand nombre de familles venues de Paris y étaient concentrées. On découvrit que beaucoup d'entre elles avaient bénéficié de faveurs de la municipalité parisienne pour solde de tout compte. C'est mon prédécesseur, Gilbert Bonnemaison, qui régla cette affaire. Il appela le premier adjoint de Chirac, Jean Tibéri, le menaçant de tout révéler à la presse si la mairie ne mettait pas fin à cette pratique. Fin de citation. Rien ne se produit sans raison. Le bonheur des classes moyennes supérieures qui ont emménagé dans le 18e est né aussi de ces manœuvres sordides. Nul besoin de théoriser longuement sur le fait que le malheur des catégories modestes a résulté du désir capitaliste de faire de la capitale le territoire du même. Elles n'avaient pas la gueule adéquate. Elles durent faire place nette. Les mutations du profil sociologique des usagers de la ligne 4 du métro parisien dévoilent sous cet angle particulier l'aveu de ce processus brutal. La nature de l'urbanisme parisien ne tolère pas la chair de l'hétérogénéité socio-culturelle. Il faut admettre qu'aujourd'hui, si, pour aller vite, les stations qui se situent au nord de la ligne paraissent socialement mixtes, la force de ce trompe-l'œil est qu'il grossit sans conteste les traits d'une réalité déformée. Il faut arpenter les rues autour des stations Château-Rouge, Château-d'Eau et Strasbourg-Saint-Denis, par exemple, pour saisir ce fait précis. Les commerces turcs, indiens ou maghrébins donnent au paysage une image cosmopolite qui tient de l'imposture. Le patron d'un salon de coiffure où j'ai mes habitudes, situé Passage Brady dans le 10e arrondissement, et à qui je demandais un jour de moindre affluence, où il résidait, me fit cette réponse désabusée. Moi, j'ai la chance de vivre dans le 15e. Mais j'ai longtemps habité à Sarcelles. Je connais donc bien la misère des gens qui travaillent à Paris et qui n'y habitent pas, les galères de RER bondés ou qui sont supprimés. Mes collègues ici n'ont pas ma chance.
C'est la même chose pour tous les immigrés et les gens modestes qui travaillent dans le quartier. Que traduit au bout du compte cette mutation impitoyable de la sociologie de la ligne 4 ? Ceci. Les frontières entre l'ouest et l'est parisien, longtemps présentées comme significatives de la fracture entre le Paris bourgeois et le Paris populaire, sont aujourd'hui datées. Elles racontent insuffisamment les dynamiques sociologiques des dernières années. Les lignes de métro représentent à mon sens de meilleurs indicateurs de la fin du Paris populaire. Pour fixer le peuple de Paris, il faut désormais concentrer ses observations sur les fins de ligne dans ses sections nord et nord-est. C'est là que se termine l'isolement classiste de l'urbanisme néolibéral. C'est là que se concentre encore l'altérité, l'interculturalité, l'hétérogénéité sociale. Paris n'est plus une fête. Désespérant.